Salut à tous. Comme on l'a vu dans les deux vidéos précédentes, les embargos sur les énergies russes ont été pris par une clique de malades mentaux qui confondent la décision politique et l'action. Ces gens se mettent autour d'une table, décident d'embargo après moult compromis débiles, et ils annoncent le tout fièrement à la tribune, comme si leurs paroles avaient un effet performatif. Puisqu'on l'a annoncé, ça va se réaliser et produire l'effet attendu sans qu'on ait besoin de réfléchir davantage. Parce qu'après tout, si on n'achète plus l'énergie à la Russie, l'État est ruiné, et il peut plus financer sa guerre en Ukraine. Nous sommes très intelligents. Sauf que comme ces gens ont l'habitude de prendre leurs rêves pour la réalité et de truquer les chiffres quand ça correspond pas trop, ils font l'économie de l'analyse. Tout est fait dans l'urgence, sans aucune préparation, et sans aucune réflexion réelle sur les conséquences. S'ils avaient fait l'effort de regarder un tout petit peu plus loin que le bout de leur nez et de leurs conneries, ils se seraient rendus compte qu'on ne peut techniquement pas se passer des énergies russes avant plusieurs années, que tout ça se prépare, et que toute tentative de précipiter les choses aura un effet sur les prix, qui nous coûtera très cher, et profitera à la Russie, parce qu'après tout c'est elle qui les vend. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Avant 2020, le charbon s'échangeait entre 50 et 70 $ la tonne. Il est monté aux alentours de 150 $ suite à la reprise post-Covid, puis autour de 350 $ après l'invasion de l'Ukraine et les embargos. x6 à x7 sur le charbon. Même phénomène pour le gaz naturel. De 22 € le mégawattheure avant 2020, on atteint un pic au-dessus de 300 après l'invasion. Et après une période d'accalmie, les prix s'envolent de nouveau, depuis que Poutine joue avec les vannes. x10 à x15 sur le prix du gaz. Finalement, c'est sur le pétrole que la hausse est la moins marquée. À peine 100%. D'un baril autour de 60 $ avant 2020, on atteint une fourchette située entre 100 et 120 $. Ce qui était finalement les prix de 2011 à 2014. Mais curieusement, on a vu une différence beaucoup plus grosse à la pompe. On va en parler. Commençons par rappeler que 40% du budget russe est financé par les exportations de matières premières et d'énergie, à commencer par le pétrole. Mais seulement la moitié de ces ressources proviennent de l'Union européenne. L'autre moitié, provenant de pays qui n'ont pas pris d'embargo, l'argent continue d'affluer dans les caisses de l'État. Et encore plus qu'avant, à cause de la hausse des prix. Il faut aussi savoir que la Russie prévoit son budget pour qu'il soit à l'équilibre avec un baril à 40 $. Alors même si les embargos réduisent les volumes d'énergie vendus à l'Union européenne, la hausse des prix compense largement la perte. Et vous allez voir que le budget russe est très loin d'être en déficit. Sur ce graphique de la production de pétrole brut en Russie, on voit que la pandémie et les confinements avaient entraîné une chute de 20% de la production. Mais le plus grave, c'est que les prix s'étaient effondrés entre 20 et 30 $ le baril. Un coup dur pour la Russie, qui a dû taper dans ses réserves de change pour financer son train de vie, mais c'était pas suffisant pour entraîner l'effondrement économique du pays. Avec les tentatives d'embargo occidentaux censés ruiner l'État, la production n'a baissé que de 10%, passant de 11 à 10 millions de barils par jour. Tandis que les prix ont augmenté de 40% par rapport à janvier 2022, pour atteindre entre 100 et 120 $. Notez qu'à partir du mois d'août, la production est presque revenue à son niveau d'avant-guerre, contrairement au prix. Et il y a pire. Sur ce graphique montrant les exportations mensuelles de pétrole russe, je vous mets au défi de repérer le début de la guerre ou des embargos. Allez, je vous donne 5 secondes. Le mois de février est ici. L'effet des embargos est totalement nul. Ce qui est tout à fait normal, puisque les embargos sur le pétrole entrent en vigueur à partir de décembre. Et puis de toute façon, le monde ne se limite pas à l'Union européenne, comme on va le voir. Et c'est la même chose pour le gaz. Les ventes quotidiennes de Gazprom en direction de l'UE ont beau avoir baissé de 75% en juin, l'entreprise gagne chaque jour autant d'argent qu'en 2021, si ce n'est plus, parce que les prix ont explosé. C'est pas grave de livrer 4 à 5 fois moins de gaz à l'Europe. S'ils le payent 10 fois plus cher, c'est pareil. C'est même encore plus rentable. Pour ces raisons, on anticipe que la Russie gagnera plus d'argent avec la vente du pétrole et du gaz en 2022 qu'en 2021, malgré les embargos. Ou plutôt, grâce aux embargos. C'est à tel point que je pense que les Européens ont davantage financé l'armée russe que l'armée ukrainienne. D'un autre côté, la Russie finance l'armée ukrainienne, donc j'imagine que ça s'équilibre un peu. What? Oui, la Russie continue de donner 1,4 milliard d'euros par an à l'Ukraine pour les droits de transit du gazoduc Brotherwood qui traverse le territoire vers l'Europe et alimente aussi l'Ukraine en gaz russe.
dont elle est toujours le premier acheteur. Ce qui n'empêche pas Zelensky de répéter aux pays de l'Union européenne qu'ils doivent arrêter d'acheter du gaz russe parce que c'est très mal et très méchant. Le président Zelensky, qui nous fait les gros yeux et la morale, et nous condamne sévèrement parce que on ne se prive pas de gaz russe, lui non seulement ne s'en prive pas, mais continue de financer son effort de guerre avec l'argent que lui verse la Russie. C'est sans équivalent dans l'histoire. C'est un double paradoxe absolument stupéfiant. Allez au-delà de l'émotion et regardez ce qui se passe. Louis Dragnel. Et les artilleurs évitent soigneusement les pipelines. de bombarder. Ils auraient tort de les cibler. Hypocrite. On va finir par croire que toutes ces histoires de morale, de financement, de démocratie, c'est un peu pour les cons, hein. Nos gestionnaires de l'année ont quand même mis quelque temps à se rendre compte et à accepter que la spéculation qu'ils ont déclenchée sur les prix de l'énergie avec l'annonce de leurs embargos débiles profite à la Russie et va nous coûter très cher. La présidente de la Commission européenne von der Leyen a admis dans une interview à la fin mai qu'il fallait avoir une approche équilibrée sur ces sujets et qu'il vaut mieux continuer d'acheter du pétrole à la Russie pour l'empêcher de faire encore plus de profits ailleurs. Well, what we also always have to do is find the right balance between not hurting our economy too much, because this is the strongest leverage we have against this Russian aggression, Putin's aggression. I take the example of oil. Where we have to be careful is that if we would completely cut immediately, as of today, off the oil, he might be able to take the oil that he does not sell to the European Union to the world market, where the prices will increase, and sell it for more, and thus fill his war chest. So we have to be very strategic in the way we approach that topic. And therefore it is also so important that we convene the rest of the world to really make sure that we deplete his war chest. So a full embargo would really be years away. Over time, what we do is get rid of the overall dependency of Russian fossil fuels, all three of them, and never to go back. Ces sages réflexions ne l'empêcheront pas d'applaudir le stupide embargo sur le pétrole russe le mois suivant. Parce que vous savez, on ne peut pas ne rien faire, quitte à faire de la merde. Je pense que dans l'interview, elle fait surtout référence à des contrats de long terme, dont le prix est négocié à la baisse en échange d'un volume garanti. Si on n'achète pas le volume à la Russie, elle ira le vendre ailleurs, au prix du marché, c'est-à-dire essentiellement à l'Inde et à la Chine. Comme ces pays ont déjà leur filière d'approvisionnement et leurs besoins satisfaits, la Russie leur a consenti un petit rabais de 20 à 35 $ par baril, ce qui lui permet quand même de vendre à un cours plus élevé qu'avant le conflit, et sans doute plus élevé que dans ces fameux contrats de long terme. Au passage, les pays qui profitent du rabais gagnent un gros bonus de compétitivité par rapport à ceux qui doivent payer leur énergie plus cher, et en plus, des entreprises en Inde ont monté un petit business sur le contournement des sanctions. Elles raffinent le pétrole russe bradé, qu'elles revendent plein tarif à ces couillons d'Européens. En juin et juillet, l'Inde a reçu plus de 600 000 barils par jour de brut russe contre 90 000 l'an dernier. L'Arabie Saoudite fait exactement la même chose. Elle achète du fioul russe à bas prix pour produire son électricité, ce qui lui libère des volumes de pétrole brut qu'elle vend plein tarif à ses couillons d'Européens. Et ça rapporte. Pour le premier semestre 2022, Aramco, la compagnie pétrolière nationale d'Arabie Saoudite, a annoncé un bénéfice en hausse de 90% par rapport à 2021. 39,5 milliards de dollars de bénéfices au premier trimestre, 48,4 au second, classant ces deux trimestres en tête des records historiques de l'entreprise. La Chine aussi gagne des milliards en contournant les sanctions sur le gaz. Des entreprises chinoises achètent des cargaisons de GNL russes et le revendent immédiatement à ces couillons d'Européens 2 à 3 fois plus cher. Simplement pour faire transiter les factures. L'avantage est que le gaz est présenté comme chinois et non russe. Je suis sûr que les consommateurs de gaz seront ravis de payer aussi cher pour que nos gestionnaires de l'année puissent faire un signalement de vertu factice. Macron avait évoqué le problème du contournement des sanctions par l'Inde devant les caméras du G7 en juin pour inciter son maître bidonne à le régler. The last one. The very last point is about what we do with the Russian oil tankers. He told me that we should that India as well
Yeah, I will make it without. Excuse me. Eh, pourquoi l'Inde elle peut acheter du pétrole à la Russie et pas nous? Ah, c'est pas juste, en plus elle nous le revend plus cher. Ouais, on discutait à l'intérieur, ouais. Alors je sais pas trop de quoi ils ont parlé à l'intérieur, mais il n'y a pas eu de conséquences pour les pays et les entreprises qui ont tiré profit du contournement des sanctions. Les États-Unis ont tout juste exprimé leur inquiétude à propos d'un tanker indien qui a fini sa course à New York alors qu'il était chargé de pétrole russe raffiné en Inde. Quelle horreur! Évidemment, on a consciencieusement oublié de nommer le bateau en question. Il faudrait pas qu'on découvre que les entreprises derrière ces magouilles n'ont pas forcément un nom à consonance indienne. Car en effet, le contournement des embargos ouvre la voie à toutes sortes de trafics qui ont déjà commencé. Quand l'Europe veut arrêter d'importer le pétrole russe, ça fait monter les marchés, mais le pétrole russe, il va trouver à se placer sur la planète. Qui? Les Indiens, aujourd'hui, disent moi je vais l'acheter. Ils vont l'acheter moins cher, parce que ce pétrole vaut moins cher. Une des premières décisions que j'ai prises, immédiatement le 25 février, j'ai interdit à tous les traders de Total Energy d'acheter les pétroles russes tout de suite, pour pas être accusés de profiter. Parce que le pétrole russe, le jour de la guerre, il a perdu $20 du baril. On vous aurait fait faire plein d'argent. Patrick On l'a Pouyanné, pas vous fait. l'avez décidé tout seul ou c'est Emmanuel Macron qui vous a demandé de... Mais bien sûr que non, Monsieur Macron. Non, c'est Patrick Pouyanné avec son comité exécutif, son conseil d'administration qui prennent des décisions qui sont du bon sens. Des entreprises pétrolières occidentales qui s'étaient engagées à ne plus toucher au pétrole russe pour des questions morales et d'image semblent se livrer à de curieux échanges de pétrole russe à l'abri des radars et des regards. Elles font les échanges en transvasant le brut d'un bateau à l'autre, ou bien en transitant par ce petit port égyptien par exemple, qui mélange dans ses cuves le pétrole russe à du pétrole local de même qualité, de façon à perdre toute traçabilité. Take that, Putin. Car même si les embargos sur le pétrole russe ne sont pas encore effectifs, et ne le seront probablement jamais, cette discrétion évite aux entreprises d'être la cible d'un scandale public, tout en profitant de marges supplémentaires sur le dos de ces couillons d'Européens. Pour vivre heureux, vivons cachés. Si ça peut vous consoler, sachez que les compagnies pétrolières qui ont profité du contexte pour gonfler les prix tout en achetant du pétrole russe au rabais ont fait un excellent second trimestre 2022. Multipliant les bénéfices par 2, 3 ou 4 par rapport à 2021. Pas mal, non? Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Alors j'en profite pour faire un aparté sur les prix à la pompe pour vous expliquer comment on se fait voler avec la complicité du gouvernement qui nous fait miroiter de fausses ristournes. C'est du vol. Comme je vous le disais tout à l'heure, le prix du baril a fortement augmenté, mais il est finalement au même niveau qu'entre 2011 et 2014. Or à l'époque, on payait le litre de gazole entre 1,30 et 1,40, et l'essence était autour de 1,60. Alors il y avait une différence de taxation qui a été supprimée depuis, donc ce serait normal d'avoir le gazole à 1,60. Mais de là à payer le gazole et l'essence entre 1,90 et 2,20 le litre pour un prix du baril identique, il y a visiblement du surprofit quelque part. On commence à comprendre d'où viennent ces bénéfices exceptionnels. Tout ça est tellement scandaleux et évident que certains pays comme l'Italie et le Royaume-Uni ont choisi de taxer ce surprofit, sous les encouragements de l'ONU. Mais en France, on se refuse à mettre en place une telle taxe, le gouvernement n'aimant pas stigmatiser le secteur privé. Alors ils se sont contentés d'annoncer une myriade de chèques énergie et de ristournes, pas pour régler le problème, pour acheter les élections. Saurez-vous retrouver les dates de l'élection présidentielle sur ce graphique? Oui, en plein milieu de la cuvette, c'est bien ça. Et sitôt le deuxième tour passé, pouf, retour à 2,10. Sauf que cette fois, le prix inclut 18 centimes de ristourne de l'État. Donc le vrai prix, c'est 2,30 €. Les pétroliers se seraient-ils accaparé cette ristourne pour gonfler leurs profits? Sans doute, et ça va continuer. Le gouvernement a annoncé que la ristourne serait portée à 30 centimes par litre pour septembre et octobre, puis 10 centimes en novembre et décembre. En se basant sur 2011-2014, on peut s'attendre à un prix à la pompe de 1,60 € quand le baril est à 120 $. Alors oui, il y a eu de l'inflation entre-temps, mais d'un autre côté, le baril vient de passer sous les 100 $ à la fin août, donc je pense qu'on peut prendre 1,60 € comme un prix de base honnête pour le mois de septembre. Si les 30 centimes de ristourne de l'État sont répercutés sur le consommateur, le prix doit être de 1,30 €. En plus, Total annonce une baisse de 20 centimes du prix à la pompe qui s'ajoute à la ristourne de l'État. Donc, le prix à la pompe en septembre devrait se situer entre 1,10 et 1,30, en tout cas sous 1,40.
et ça va pas être le cas. Est-ce que les pétroliers n'auraient pas extorqué une subvention à l'État sous la menace d'une récession ou d'une crise sociale causée par leur hausse des prix exubérante qu'ils justifient par le contexte? C'est à cause de la guerre en Ukraine. Oh. Sauf que les prix du pétrole n'ont jamais justifié une hausse pareille et il est maintenant sous les 100 $. Et en plus, ils achètent des volumes de brut bradé à la Russie. La hausse des prix n'est donc pas du tout justifiée, et la ristourne n'est qu'un transfert de richesse des contribuables vers les bénéfices des pétroliers. Car même si la ristourne était entièrement répercutée sur le prix à la pompe, ce que vous ne payez pas en tant que consommateur, vous le payez en tant que contribuable, sous la forme de taxes et d'endettement public. Alors en septembre et octobre, regardez bien le prix à la pompe. Rajoutez 30 centimes par litre que vous allez payer d'une manière ou d'une autre, et là vous vous rendrez compte que tout ça n'est qu'un sketch pour masquer la réalité. On vous fait les poches. Pour résumer, les sanctions sont un fiasco total. On a vu que les sanctions économiques et politiques sont symboliques pour la plupart, ou constituent plus une opportunité de développement qu'un risque d'effondrement, qu'il soit immédiat ou à long terme. Quant aux embargos sur les énergies censés ruiner l'État russe, on se rend compte qu'ils l'enrichissent comme jamais, en plus de subventionner l'économie de pays concurrents pendant qu'on détruit la nôtre. Et cela offre l'opportunité à toutes sortes de magouilleurs de se faire du fric sur le contournement des sanctions. Le Pen a donc raison de réclamer l'abandon de ces sanctions qui ne servent à rien et qui sont en train de se retourner contre nous. Mais comme elle s'appelle Le Pen, il n'en fallut pas plus aux imbéciles pour accuser toute personne qui critique les sanctions d'être des adorateurs de l'extrême droite poutinienne financée par le Kremlin. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et oui, quand on n'a plus d'arguments valables pour justifier ces conneries, on peut toujours jeter le discrédit et le déshonneur sur les critiques. C'est plus facile que de faire face à la réalité des choses, parce qu'elle est dure, la réalité des choses. Mais j'ai remarqué qu'en général, les gens qui n'aiment pas les critiques sur les sanctions n'arrivent simplement pas à accepter le vide que ça crée. J'ai vu quelques auditeurs dans les commentaires qui étaient bien forcés de reconnaître le désastre, me demander sur un ton agacé, puisque je suis si malin, ce qu'il aurait fallu faire à la place. Tu aurais préféré qu'on ne fasse rien? Eh bah oui, si c'est pour faire des conneries pareilles, oui, vaut mieux rien faire. Mais pour comprendre tout ça, il faut prendre le problème à la racine. La première chose qu'on aurait dû faire, c'est d'éviter de créer cette situation. On aurait pu éviter d'aller foutre le bordel en Ukraine avec le coup d'état de l'Euromaïdan en 2014, qui a entraîné l'annexion de la Crimée par la Russie et la guerre dans le Donbass. Ensuite, on aurait pu s'apercevoir que la situation avait légèrement dérapé et faire un peu plus d'efforts pour réparer les pots cassés, que ce soit au travers des accords de Minsk ou autres. Par exemple, on aurait pu organiser une sorte de conférence de paix pour régler tous les problèmes de sécurité, réels ou perçus, de la Russie et des anciennes républiques de l'URSS qui sont entrées dans l'OTAN. On aurait pu faire de l'Ukraine un pont entre l'Union Européenne et la Russie, à la place d'une zone de guerre. Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Mais ils ont même pas essayé. La paix n'intéressait pas beaucoup nos dirigeants. Certains ont tiré beaucoup d'argent dans l'exploitation de l'Ukraine, quand d'autres sont simplement aveuglés par leur russophobie ou l'extension de leur territoire à l'Est. Alors aujourd'hui, c'est très bien de dénoncer l'invasion de la Russie, mais il faut pas oublier que la politique occidentale, qui est à l'origine de ce merdier, est tout autant condamnable. Et contrairement à certaines personnes qui aiment se parer de toutes les vertus, je condamne les deux. Et c'est d'autant plus condamnable qu'ils ont mené cette politique dans une stupidité totale et constante. Parce que si vraiment on veut aller au clash avec la Russie, et qu'on n'est pas trop con, on prépare la guerre et on prépare les sanctions. Ces gens n'ayant rien préparé, ils avaient aucune chance d'être à la hauteur de leurs ambitions. Ils avaient aucune marge de manœuvre. On est à la sortie de l'hiver, les stocks de gaz sont vides. Privons-nous du gaz russe? Mais oui, on n'a pas les fournisseurs, on n'a même pas les infrastructures pour le remplacer. Qu'est-ce qui peut mal tourner, hein? Oh, ça a foiré, on est dans la merde. Oh, c'était vraiment pas prévisible. Ces abrutis ont débarqué à poil en février 2022 pour faire les pires conneries dans la précipitation, au motif qu'on ne peut pas ne rien faire. Ces gens ont causé la guerre sans être prêts à la faire, et maintenant ils veulent la gagner sans avoir à combattre. Les saintes sanctions vont tout régler, sans même qu'on ait à les préparer, Alors maintenant on suicide notre niveau de vie, on étend le bordel à toute la planète, et on transforme l'Ukraine en boucherie. On fournit les armes, ils fournissent les cadavres. Ces gens sont prêts à tout sacrifier par fierté mal placée, juste pour ne pas reconnaître une défaite stratégique causée par leur impréparation. Comme le dit Robert Ménard, quand bien même elles ne serviraient à rien, ces sanctions sont essentielles d'un simple point de vue moral.
si vous voulez soutenir des conneries pareilles qui causent tant de souffrance pour la beauté du geste et le confort moral des bourgeois, c'est vous que ça regarde, hein. Chacun son confort moral. Alors malgré tout ça, certains me diront que les sanctions sont en train de porter leurs fruits, en mettant en avant le chiffre de l'inflation, les prévisions de croissance du FMI ou d'un think tank états-unien, ou bien la situation particulière d'une entreprise ou d'un secteur qui a vu son chiffre d'affaires s'effondrer. Oui, il y a des conséquences en Russie, c'est pas pour rien s'ils réclament sans arrêt la levée des sanctions. Mais les mots ont un sens. Je rappelle que l'objectif des sanctions, c'était de provoquer l'effondrement économique de la Russie et d'empêcher Poutine de poursuivre la guerre. C'est pas le cas. À la limite, ça peut te donner un biscuit si tu veux négocier la fin des hostilités, mais plus tu attends, moins les sanctions ont d'impact, et puis, de toute façon, c'est pas au programme. Parce que nos chers dirigeants ne veulent pas faire la moindre concession. Ils sont toujours persuadés que la Russie va s'effondrer sous le poids des sanctions. Et si ça marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sanctions. Donc on a multiplié les trains de sanctions jusqu'à ne plus en pouvoir, et maintenant ils t'expliquent qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps. Tout est en place, vous allez voir, dans quelques mois, ça va commencer à faire mal, ils vont le sentir passer. L'économie russe s'est effondrée. Ça ne se voit pas encore là pour l'instant. Elle s'est effondrée. Il y a le secteur pétrolier et gazier qui continue encore de fonctionner dans les conditions que nous savons. Mais pour le reste, la Russie est à genoux. L'appareil productif est à l'arrêt. La population est démoralisée. Elles servent vraiment à quelque chose? Elles ont vraiment un impact malgré les articles qui se multiplient pour dire à quel point la vie des moscovites, par exemple, est tout à fait banale? Non, je ne crois pas qu'elle soit banale, je ne crois pas qu'elle soit normale. Il me semble qu'on se laisse abuser par quelques images sur les grands boulevards de Moscou. Peut-être nous on l'ignore, moi je l'ignorais, et puis j'ai écouté un peu la radio ce matin et j'entendais les reportages qui disaient oui mais en Russie on est soit très riche, soit très pauvre. Du coup les très pauvres, les sanctions, les problèmes de Starbucks ou de McDonald's, etc. Finalement de toute façon ils n'y avaient pas accès donc ça change pas grand chose pour eux. Et les très riches, bon, restent quand même un peu riches donc ça devrait aller. Vous voyez, petite classe moyenne qui vit dans les villes. Mais donc peu impactée. Non, mais elle est impactée, mais elle est petite. Elle est petite, elle n'est pas significative. Ce qui peut véritablement changer les choses, c'est éventuellement le retour de famine en Russie, des situations d'extrême tension sociale. Rendez-vous compte quand même que ce pays n'exporte plus une partie de ce qui était sa richesse historique. Historiquement, la croissance de la Russie, elle est indexée sur le prix, sur la quantité, sur le prix des hydrocarbures. Aujourd'hui, quand même, on a en grande partie fermé les robinets. Elle peut éventuellement aller vendre aux Indiens et elle peut aller vendre aussi aux Chinois. Ce sera pas suffisant, ça tiendra pas très longtemps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est juste une affaire de patience. Mais jusqu'à quand? Bah oui, mais qui dit patience dit bah oui, mais quand? Vous savez, le boa, il vous étrangle pas, il vous broie pas. À chaque fois que vous respirez, il serre un peu plus. C'est une question de mois ou d'années? C'est exactement ce qui est en train de se produire. De mois je pense que c'est une question de mois. C'est non. BHL, c'est un taré. Mais Perry, il vit dans quel monde? Vous vous rendez compte du degré d'ignorance de ces gens censés vous informer? Non, il n'y a aucune chance de voir l'économie de la Russie s'effondrer, ni dans les semaines, ni dans les mois, ni dans les années qui viennent. Au contraire, elle s'est déjà presque entièrement rétablie. La récession attendue en 2022 en Russie, c'est moins 2 ou moins 3%, pas moins 10. Par contre, nous, on va prendre cher. Si ces abrutis ne rétablissent pas rapidement des échanges normaux avec la Russie, les prix de l'énergie resteront stratosphériques. Et en 2023, il y aura une petite croissance en Russie et une récession énorme en Europe. Pour comprendre pourquoi les sanctions sont à ce point contre-productives et sont en train de nous retomber sur la gueule, il faut sortir le nez du tableur Excel. Oui, je sais que j'en demande beaucoup à nos gestionnaires de l'année. L'erreur fondamentale des sanctions est d'avoir considéré les chiffres sans souci de la qualité. L'idée était de jouer sur la différence de taille entre les économies européennes et russes. En se coupant de la Russie, l'UE tire un trait sur 2 ou 3% de ses échanges, ce qui n'est pas grand-chose. Mais en Russie, ça représente 10, 20, peut-être 30% des échanges selon les secteurs. C'est sur la base de ce raisonnement qu'on nous garantit que les sanctions doivent avoir plus de conséquences en Russie qu'en Europe. Notre évaluation est que les conséquences de cette crise en Ukraine seront contenues. Elles seront contenues d'abord parce que l'économie française est peu exposée à la Russie. La France exporte moins de 7 milliards d'euros par an vers la Russie, c'est à peine plus d'1% des exportations françaises. Et nous importons moins de 10 milliards d'euros par an de Russie, c'est moins de 2% des importations françaises, donc vous voyez que ce sont des chiffres qui sont très réduits. Alors tout ça c'est bien mignon, mais c'est oublier la qualité de ces échanges.
Se priver de 100 milliards d'euros d'énergie ou se priver de 100 milliards d'euros de babioles de consommation courante, ça n'a pas vraiment les mêmes conséquences. Pour le comprendre, il faut voir l'économie comme un arbre. Le tronc de l'économie est composé d'au moins 4 éléments. Il vous faut des infrastructures, une population instruite, un accès à l'énergie et à des matières premières, et un État qui fournit divers services, à commencer par la sécurité et une administration fonctionnelle. À partir de là, vous pouvez créer les branches principales de l'économie, qui elles-mêmes ont des sous-secteurs et toutes sortes de ramifications au fur et à mesure que l'économie se développe. Les sanctions occidentales s'attaquent à des branches de l'économie russe. On en coupe quelques-unes, on empêche certaines de grandir. Par contre, elles ont un effet sur le tronc de l'économie occidentale, l'accès à l'énergie. En réduisant l'accès à l'énergie, on assèche tout l'arbre au risque de le faire crever entièrement. Selon Zoltán Pozsár, analyste respecté chez Crédit Suisse, 2000 milliards de dollars de PIB en Allemagne reposent sur 20 milliards de dollars d'achat de gaz à la Russie. Couper le tronc ou couper une branche de l'économie n'a donc pas du tout la même conséquence. Et à la différence de Bruno Le Maire, les Russes l'ont bien compris. Vous avez les sanctions internationales, vous perdez énormément économiquement. Est-ce que c'est tenable pour vous ? Nous vivons sous les sanctions depuis des décennies et nous y sommes habitués. Nous essayons de tirer le meilleur parti de notre situation, malgré les sanctions. Mais pardon, Monsieur Peskov, c'est plus que ça. Si demain, l'Europe arrive à couper le robinet du gaz, vous allez perdre des sommes colossales. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, nous regarderons de très près vos propres pertes dans ce domaine et nous essaierons d'exporter notre gaz ailleurs. Alors contrairement à Perry, je suis certain que plus le temps passe et plus il sera évident pour tout le monde que les sanctions ont plus d'impact sur nos économies que sur la Russie. Et nous en voyons déjà les effets. D'ailleurs, ils sont tellement graves et nombreux qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Il se pourrait bien que la révolution merveilleuse et colorée et populaire, tant voulue par BHL, ne se déroule pas dans le pays auquel il s'attendait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre glorieuse boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine.